côté scientifique de la chose, la biologie, les gènes, etc., les capteurs, et il y a aussi le sentiment dans tout ça. Ça disait très bien dans ton oui, tout à fait. Le sentiment, il y a aussi un aspect qu'on peut abordé au cours de la journée, c'est le mental, parce que le Japon faisait 1m60, quand ces enfants étaient plus petites, elle aurait certainement... elle a gagné 2 fois le grand style, alors que bon, elle était a priori, en tout cas, elle n'avait pas toutes les prédispositions nécessaires. Donc il y a la science qui fait des progrès, la médecine vétérinaire qui fait des progrès, et quid de l'homme de cheval, Nicolas Blondeau, est-ce qu'il fait des progrès? Vous, votre credo, c'est soyons complices de notre animal, comprenons-le et dressons-le, éduquons-le d'une façon qui le mette en valeur et qui lui permette de développer ses capacités. Expliquez-nous. Merci de m'avoir invité. J'ai eu la chance d'avoir connu et de travailler avec de véritables hommes de cheval. Je continue d'en côtoyer. Le bien-être animal a toujours été dans leurs préoccupations. Ce qui les intéresse surtout, c'est le bien-être du cheval au travail. En France, nous avons une culture équestre que le monde entier nous envie. Le courant éthologique, heureusement produit par la Fédération française d'équitation, remet notre tradition au goût du jour. Toute notre équitation est basée sur des principes clairs et dictés par des écuyers qui, toute leur vie, ont travaillé la question. Le premier de ces principes, d'après le général Lott, c'est calme, en avant et droit. Parce qu'un cheval doit évoluer avec l'homme en toute décontraction et à son écoute. Notre souci de performance passe par la décontraction. J'étais à ce sujet très sensible avec les propos qui viennent d'être tenus par M. Kahn dans son introduction. L'autre principe de base de notre équitation, c'est la descente des aides. La descente des aides, Xénophon, dans le traité d'équitation qu'il a écrit 500 ans avant Jésus-Christ, a insisté. Là-dessus, en parlant dans ces termes, il a dit, dès qu'il porte beau et qu'il est léger à la main, qu'on cesse alors de le chagriner, de le presser, et qu'on le caresse au contraire et qu'on cesse le travail. De la sorte, pensant à l'avenir en être bientôt quitte, il prendra plus volontiers la position qui semblera devoir le délivrer. Si les chevaux se complaisent dans l'obéissance, c'est pour avoir la paix. Le cheval est herbivore par nature. Ce qui fait de notre équitation l'équitation la plus naturelle qu'il soit, puisqu'elle se réfère à la nature même de l'animal. Je crois en la simplicité des choses. Étroite corrélation entre l'éducation des enfants et le dressage des chevaux. Il faut vraiment aller à la simplicité. Toute cette éducation se fait à pied, puis à cheval, dès la première séance. Le principe est de ne rien avoir à apprendre à cheval qui n'ait été appris préalablement à pied. Le commandant Rousselet, qui était le premier maître du général Lott, commençait en disant « d'abord rendre le cheval confiant ». Pourquoi? Parce que la principale difficulté à surmonter au début du dressage, quand on aborde un cheval, c'est l'appréhension, voire la peur du cheval envers l'homme. On parvient à surmonter cette difficulté uniquement en privilégiant un contact physique avec eux, comme on prend quelqu'un dans ses bras. C'est ce contact physique qui va permettre à l'homme de faire comprendre au cheval qu'il ne lui veut pas de mal. Et ça, c'est très important d'insister là-dessus. Toute notre équitation repose donc dans ce contact entre l'homme et le cheval. Toute notre équitation, dans notre tradition, on entreprend ce dressage avec une embouchure. Et pourquoi? Parce qu'on prend un cheval par la bouche, comme on prend un enfant par la main. On va privilégier ce contact et on va tout de suite travailler ce contact main-bouche. Gérald Durand dit qu'on pourrait
résumer toute l'équitation dans le rapport qui existe entre la main du cavalier et la bouche du cheval. Ce qui me fait dire personnellement qu'on prend un cheval par la bouche comme on prend un enfant par la main. Ensuite, on va faire comprendre au cheval qu'il faut surmonter ses peurs. En présence de l'homme, le cheval ne doit en aucun cas se laisser aller à ses émotions. Il doit s'en référer à l'homme, comme un fils à son père. Comme avec l'enfant, comme avec les enfants, c'est l'autorité qui rassure le cheval. C'est cette autorité qui va engendrer le respect. Un respect mutuel et indispensable, puisqu'on ne peut aimer quelqu'un, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. C'est le respect d'abord. Alors la force qu'on utilise envers les chevaux, ce n'est que de la détermination. Ce n'est pas une force physique. La patience qu'on a envers eux en découle de cette détermination. Je suis intimement convaincu que la véritable douceur avec les chevaux, c'est la cohérence humaine. Voilà ce que je crois. Dès qu'un cheval comprend ce qu'il a à faire, il le fait d'autant mieux. C'est le principe se faire comprendre et laisser faire. Je crois donc une chose, c'est qu'il faut éviter l'excès de robotisation, l'excès de conditionnement qui provoque la robotisation. Je pense que le cheval, avec les chevaux, la seule répétition suffit à créer l'habitude. Je pense que c'est un paramètre important. Je pense aussi qu'il faut éviter d'utiliser l'instinct de fuite. Parce que la fuite, c'est le contraire de la course. La fuite, c'est partir vite et finir lentement. En course, il vaut mieux partir lentement si on veut finir vite. Pour apprendre au cheval à avancer, je crois qu'il est préférable d'utiliser le procédé bauchériste de la marche en avant sur la cravache, on associe à la traction sur la longe, ce qui apprend au cheval à venir sur l'homme. Enfin, personnellement, je dirais que je ne comprends pas qu'on parle tant à l'heure actuelle de problèmes de comportement. Jusqu'ici, je n'ai pu remarquer que des résistances dues à des problèmes physiques, à des maladresses humaines ou à des carences de dressage. C'est tout ce que j'ai constaté. Très rarement, je me suis trouvé face à des pathologies comportementales. Donc je crois plus urgent le fait de s'occuper de la formation des hommes. À l'école, j'essaie d'éduquer les chevaux, mais je débourre les hommes. Il reste beaucoup de choses à trouver, à retrouver. Je n'attends pas. Dès octobre 2016, je mets en place, en partenariat avec l'INRA, un centre de recherche pour le bien-être du cheval et de l'homme lorsqu'ils travaillent ensemble. Ça, c'est l'annonce. Pour ce qui est de la pratique, je suis de plus en plus convaincu des moyens employés. Je suis aussi bien conscient que je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que retrouver ce que nos ancêtres faisaient avec les chevaux. L'empirisme à la peu dure, il reste à affronter ce que les sociologues connaissent et appellent la résistance au changement. À cet égard, je tiens à remercier le régiment de cavalerie de la garde républicaine de Paris, qui, depuis le début, depuis plus de 10 ans, pratique la méthode et envoie ses gardes en formation. Enfin, je pense que la démarche que j'ai entreprise aurait déjà dû avoir débuté il y a très longtemps. La seule chose qui me rassure, c'est quand je lis École de cavalerie,
de la guerrière, je me réfère toujours à ce beau texte qu'il a écrit, parce que lui aussi regrettait déjà le bon vieux temps à son époque, quand il écrit ce passage dans son livre. Il dit il y avait des personnes préposées pour exercer les poulains au sortir des haras lorsqu'ils étaient encore sauvages. On les appelait cavalcadors de bardel. On les choisissait parmi ceux qui avaient le plus de patience, d'industrie, de hardiesse et de diligence, la perfection de ces qualités n'étant pas si nécessaire pour les chevaux qui ont déjà été montés. Ils accoutumaient le jeune cheval à souffrir, on l'aborda dans l'écurie, se laisser toucher à la main, à souffrir la bride, la selle, la croupière et les cendres. Il les assurait, les rendait doux au montoir. Il n'utilisait jamais la rigueur ni la force qu'auparavant. Ils n'eussent essayé les plus doux moyens dont ils puissent s'amuser. Et par cette ingénieuse patience, il rendait un jeune cheval familier et ami de l'homme, lui conservait la vigueur et le courage, le rendait sage et obéissant aux premières règles. Si l'on imitait à présent la conduite de ces anciens amateurs, on verrait moins de chevaux estropiés, ruinés, rebours, raides et vicieux. Merci beaucoup. Merci pour votre passion et votre érudition, Nicolas. Ça pose quand même tout ce que vous dites, la question de la formation des hommes, qui n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais qui est un vrai débat. C'est une question fondamentale. Et puis, je voulais savoir, est-ce que votre vision, qui est quand même finalement paternaliste du cheval, hein, vous le comparez à un enfant très souvent, et la vision scientifique de vos collègues, est-ce qu'elles peuvent être compatibles? Vous avez parlé notamment de chevaux qui vous posaient des soucis parce qu'ils avaient à la base un problème physique. Est-ce que vous pouvez tous vous marier pour avoir vos chevaux dans le meilleur bien-être possible? Absolument, je pense que tout est dans la fédération des bonnes volontés, et je crois que le milieu du cheval souffre de ces séparations-là. On concourt tous vers le même but. La compétition ne doit pas nous empêcher de communiquer et de s'entraider. Ça n'a rien à voir, la compétition c'est le but final, mais les moyens d'y arriver, ça doit être les mêmes. Voilà ce que je crois.